Bon, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au Centre d'affaires et d'innovation sociale. Je suis Sébastien Dautin, je suis le président de BGE Picardie. Je suis ravi de vous accueillir pour la conférence annuelle du Sarcus. Voilà, l'année dernière, nous étions réunis pour la crypto-monnaie. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents. Il y a 2 ans, nous avions accueilli une championne olympique de judo. On a parlé un peu de performance sportive pour les entrepreneurs et la traduction de la performance sportive pour les entrepreneurs à travers une athlète de très haut niveau. Et puis cette année, on a choisi de travailler avec vous sur l'intelligence artificielle, quelque chose qui impacte déjà notre quotidien et qui impactera probablement plus encore notre avenir. Voilà, en tout cas, merci d'être avec nous pour cette intervention. Avant ça, je vais laisser la parole à Jean-François Dardenne, maire de Nogent-sur-Oise et vice-président de l'agglomération Creil-Sud-Oise. Merci Sébastien. Oui, un mot rapide, parce que j'ai bien conscience que les personnes sont là pour le monsieur. Juste vous redire qu'il y a 10 ans maintenant, on avait inauguré ce lieu et notamment cet amphithéâtre, et j'avais évoqué la vieille dame de l'économie sociale, celle qui porte dans son cabas les valeurs de l'économie sociale, et puis la jeune fille bien charpentée du numérique, qui, elle, se balade avec une tablette dernier cri. Et j'avais dit que ce lieu était le lieu où on pouvait trouver et l'une et l'autre dans un coin, ici ou là. Et donc j'ai l'impression que ce soir, on est en plein dedans, parce que la thématique de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est évidemment une thématique qui a à voir avec l'innovation technologique et sociale, mais c'est aussi une thématique qui a besoin de valeurs. Je pense que la vraie question de l'intelligence artificielle, alors je commençais à lire des tas de choses, mais j'ai vu par exemple que alors ça a à voir avec l'humanité augmentée et parfois les rêves, voire les délires de toutes celles et ceux qui courent après l'homme augmenté ou la transhumanité. On parle d'hybridation du cerveau humain avec de l'intelligence artificielle. Il y a même un monsieur qui a prédit la mort de la mort en 2029, parce qu'il a prédit qu'avec l'intelligence artificielle, on ferait tellement de progrès, notamment dans la médecine, eh bien, qu'on deviendrait immortel. Pas forcément la joie, d'ailleurs. Et donc, ça pose la question de la finalité de l'être humain. Donc, c'est un vaste sujet. Alors, je sais bien que dans les applications quotidiennes, il y a eu je ne sais pas si vous avez eu un article récemment ils se sont intéressés à quels étaient les sujets sur les recherches en IA, sur ChatGPT, etc. Et en fait, les premiers sujets, ce sont des sujets de vie quotidienne, des recettes de cuisine, des choses comme ça. Voilà. Donc vous allez nous éclairer, monsieur le conférencier, et moi j'ai plaisir à être là ce soir. Donc bienvenue à tous et bonne conférence. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, avant de passer la parole à notre conférencier Rupert Schussel, juste quand même ajouter que pour ceux que ça intéresse, nous avons obtenu l'organisation de la conférence de clôture du mois de l'économie sociale et solidaire, ici même à Nogent, donc sur la base d'une décision de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de l'État et du Conseil régional. Donc vous êtes tous les bienvenus le 12 décembre après-midi, à partir de 14h, une après-midi exceptionnelle sur l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on est dans l'intelligence artificielle, on sera dans l'économie sociale et solidaire, ce qui est pour le coup, ce qui croise parfaitement avec les propos de monsieur le maire. Voilà. Donc notez-le sur vos agendas, si vous êtes disponible, vous serez les bienvenus. Ça devrait être un très bel événement. Et moi, j'ai plus rien à dire, parce que là, pour le coup, j'y connais rien. Et donc, on vous laisse la parole. Merci. Allez, à vous de jouer. Merci beaucoup. Bonsoir. Très content d'être parmi vous ce soir. Je vais essayer d'effleurer ce vaste sujet, comme monsieur le maire l'a dit, en 45 minutes, 50 minutes. On va commencer. On va rentrer directement dans le sujet.
Je ne sais pas s'il y a des amateurs de musique baroque parmi vous ce soir. On va faire un petit quiz. Je vais vous faire écouter 2 morceaux de musique, des chorales de Bach, dont un qui a été réellement écrit par Bach, l'autre qui a été écrit par une intelligence artificielle qui s'appelle Deep Bach. C'est des algorithmes qui ont été entraînés sur toute l'œuvre de Bach pour produire de la musique qui ressemble à Bach. Et je vous laisse écouter les 2 morceaux et ensuite deviner lequel a été écrit par l'IA et lequel a été écrit par Bach. Le premier. Voilà pour le premier morceau. Le deuxième morceau. Alors, qui mise sur le 1 ? Ah, pardon, oui, pour l'IA. Qui mise sur le 1 sur l'IA ? IA 1. Intelligence artificielle 2. Okay. Voilà, donc c'est assez équilibré. Je vous donnerai la solution dans quelques minutes. Pour commencer, on va regarder un peu quelques notions assez basiques. Moi, j'aime bien donner... En fait, il y a plein de définitions qui existent. C'est très compliqué de donner une définition d'un sujet, comme on a dit, assez vaste. Donc moi, j'aime bien donner cette équation-là. Intelligence artificielle, que j'écris souvent au pluriel, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plein de différentes. On va voir comment elles se déclinent justement tout à l'heure. Et ces intelligences artificielles, par contre, elles ont 3 choses en commun, 3 piliers qu'elles ont toutes. Le premier, c'est qu'ils ont besoin de processeurs, donc ils ont besoin d'ordinateurs. Ça marche avec des machines. Si vous n'avez pas un ordinateur, par définition, ça ne marchera pas. La deuxième chose, c'est qu'ils marchent avec des algorithmes. Donc des algorithmes, c'est des petits programmes, ou c'est d'ailleurs des combinaisons d'algorithmes qui sont spécifiquement écrites. Et c'est là, vraiment dans ce côté spécifique qui a toute, je pense, une mauvaise interprétation du grand public sur l'intelligence artificielle. Donc c'est des programmes qui ont spécifiquement été écrits pour faire une chose très bien définie. Et puis la troisième chose, c'est la data. Donc sans la data, l'intelligence artificielle ne pourra pas apprendre. Et ça, ce troisième pilier fait vraiment la différence avec un programme informatique quelconque, avec un Excel ou autre. C'est qu'un programme classique va marcher sans la data, il ne va pas marcher dans un mode d'apprentissage, il va faire quelque chose de déterminé. Et l'intelligence artificielle apprend avec la data, avec les données qu'on va lui transmettre, qu'on va ingérer dedans. Pour regarder comment ces 3 piliers ont évolué dans le temps, on va revenir quelques années en arrière. Chez ces personnes-là, ça c'est quelques-uns de ce groupe, ces messieurs-là qui se sont réunis en 1956 à Dartmouth sur la côte est des États-Unis, et ils ont inventé le terme d'intelligence artificielle. En fait, ils avaient envie de faire ça, mais ils ont envie de dire que l'intelligence artificielle est la science de la construction d'une intelligence machine capable de penser comme les humains. Donc ils avaient envie de dire, est-ce qu'on est, avec des ordinateurs qui étaient très peu développés à l'époque, est-ce qu'on est capable de reproduire en fait, le fonctionnement
des capacités du cerveau. Est-ce qu'on est capable d'écrire, de lire, d'interpréter des mots, de voir des choses, reconnaître des objets? Et si oui, comment on pourrait faire ça? Donc ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va prendre la base du cerveau humain, qui est le neurone, et on va le reproduire avec des algorithmes, des programmes informatiques. Donc on sait depuis assez longtemps, donc à l'époque ils savaient comment marchait un neurone. Donc, il y a le noyau du neurone qui reçoit une impulsion électrique à travers les dendrites. Cette impulsion électrique, elle est acceptée au sein du neurone, et puis en fonction d'un certain nombre de paramètres, qu'on d'ailleurs ne comprend pas encore 100% en médecine, ce noyau va renvoyer un signal électrique à travers l'axone et ses branches aux autres neurones qui sont connectés. Donc ça, ils le savaient, ils se sont dit, on n'a qu'à faire ça. Et ils ont développé, en fait, la première théorie des réseaux de neurones. Ils ont dit, on n'a qu'à définir une espèce de fonction qui, elle, va renvoyer 0 ou 1 en fonction des informations qui arrivent. Et si on a 86 milliards, par exemple, parce que c'est le nombre de neurones qu'on a dans le cerveau, de neurones artificiels comme ça, normalement, ça devrait donner un cerveau artificiel, une intelligence artificielle. Et il se trouve que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, mais ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais réussi de cette manière-là de reproduire un cerveau artificiel. Et après cet événement de 56, de Dartmouth, on a vécu le premier, ce qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle. Il y a plein d'étés et d'hivers dans l'histoire. En ce moment, on vit sans doute un été. Il y a peut-être un hiver qui va suivre, sans doute, si l'histoire se répète. Et donc, un peu l'engouement s'est estompé. Et puis, on a commencé à parler un petit peu moins de l'IA. Puis, pendant toutes ces années-là, de 56, je vais faire un gros saut jusque dans les années 90, il s'est passé pas mal de choses dans l'informatique. Les algorithmes se sont améliorés. Donc les processeurs se sont améliorés. Donc tout ça a fait beaucoup de progrès. Il y a Microsoft qui a apparu, les processeurs ont fait d'énormes progrès. Beaucoup d'algorithmes qu'on utilise aujourd'hui, que vous utilisez quand vous allez dans ChatGPT et autres, ont été créés dans les années 60 et 70. Mathématiquement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été créées à cette époque-là, qui font l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui beaucoup. Et puis, on arrive dans les années 90, 96 précisément. Cette photo date de 97, où nouveau cataclysme mondial, Garry Kasparov, qui était à l'époque le meilleur joueur d'échecs au monde, perd contre Deep Blue, qui est une machine qui a été programmée par IBM pour jouer aux échecs. Et donc là, effectivement, l'IA revient au devant de la scène parce que les échecs, forcément, c'est des gens très intelligents qui savent penser en avant, ils sont stratèges, tactiques, etc. Donc là, si un ordinateur peut gagner contre une machine aux échecs, c'est très impressionnant. Et on se dit, la machine, finalement, est-ce qu'elle ne serait pas devenue intelligente? En réalité, ce qui s'est passé là, c'est que pour la première fois, on a réussi à construire des machines très très puissantes, parce qu'il y a quelque chose qui est apparu, qui aujourd'hui est normal pour nous, c'est la capacité à connecter plein d'ordinateurs ensemble. Donc en fait, on est devenu capable de faire beaucoup de calculs très vite, parce que les calculs étaient distribués sur plein de machines différentes. Et ça, on ne le savait pas faire jusque-là. D'ailleurs, en 96, Deep Blue perd encore, et en 97, Kasparov perd contre Deep Blue. Et puis, entre-temps, ils ont juste rajouté beaucoup de machines sur un an. Ils ont dit on va le rendre encore plus rapide. Et puis, finalement, ils ont réussi à gagner. Donc là, événement évidemment mondial, hyper intéressant. Moi, ce que je trouve passionnant surtout dans cette histoire-là, c'est que après ça, c'est plus arrivé très souvent qu'un homme a gagné contre une machine aux échecs. En revanche, jusqu'aujourd'hui, il y a une nouvelle discipline qui est apparue, qui s'appelle les échecs hybrides, où des hommes et des machines combinées jouent contre des ordinateurs. Et là, quasiment systématiquement, les
les équipes hommes-machines gagnent contre les machines. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que on trouve là-dedans en fait une espèce de combinaison entre créativité et puissance de calcul qui forme une espèce de couple imbattable. Donc là, on est en 97. 98, c'est la création de Google, l'apparition, Google fête ses 25 ans, là, ou ils l'ont déjà fêté peut-être, cette année. Et c'est l'apparition d'Internet. D'abord l'Internet avec la création du contenu par les propriétaires des sites, puis après Internet comme on le connaît aujourd'hui, où n'importe qui peut créer du contenu, du texte, des images, des vidéos. Voilà. Et là, on assiste à l'explosion du troisième pilier qui manquait à l'intelligence artificielle, qui est la data, qui va commencer à se démultiplier. À l'époque, on mesurait encore à quel point la data augmentait. Je pense que là, on a arrêté. C'est vraiment à l'exponentielle chaque année. Et grâce à cette data, on devient capable, enfin, de faire tourner ces réseaux de neurones dont les pères fondateurs en 1956 avaient rêvé, dans une version beaucoup moins intelligente que ce qu'ils auraient espéré, mais parce que voilà, c'est de manière très modeste. Mais on est capable de faire un certain nombre de choses avec ces réseaux de neurones, notamment de classifier des chats, par exemple. Donc, c'est pas une anecdote, c'est que vraiment, à ce moment-là, au fait, sur Internet, au début des années 2000, il y a beaucoup de photos de chats, il y a beaucoup de vidéos de chats, parce que les gens aiment bien photographier leurs chats et le mettre en ligne. Et en fait, les premiers algorithmes de réseaux de neurones ont été entraînés sur des photos de chats. Donc, quand on entraîne un algorithme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on lui donne énormément de photos de chats, on lui dit « ça, c'est un chat », parce qu'il se trouve qu'on avait cette chance-là, que les gens disaient, ils parlaient de leur chat dans le sous-titre de la photo, donc on avait le libellé, on savait que c'était un chat, et on pouvait dire à la machine, tiens la photo du chat, et on sait que c'est un chat. Et puis avec ça, on entraînait le réseau, qui ressemble globalement schématiquement à ça. Donc il y a plein de couches au fait, dans un réseau, on appelle ça deep learning aussi, vous avez sans doute déjà entendu le terme deep learning parce que c'est des couches profondes qui vont en profondeur et chaque couche des réseaux de neurones, sur chaque couche au fait vous avez c'est une matrice de neurones là, et ils sont connectés les unes aux autres et chaque couche apprend des caractéristiques de chat. Il y a une couche qui va vraiment apprendre les bords qui ne sont pas vraiment bien reconnaissables, puis là une couche plus loin vous reconnaissez déjà, bon là on est sur des gens, pas des chats, mais on reconnaît les visages, les nez, etc. Et puis après, la troisième couche, c'est vraiment les visages. Et donc ça, c'était assez fascinant quand ces réseaux de neurones sont apparus, parce qu'on pouvait au fait plonger dans les différentes couches et voir au fait comment ces réseaux de neurones apprenaient à classifier un chat. Vous pouvez faire différentes choses, vous pouvez faire aussi de la prédiction de la météo. Tout globalement, le deep learning, les réseaux de neurones marchaient de cette manière-là. Et donc, on a beaucoup utilisé ça. Pendant les années 2000, ça a été beaucoup utilisé et c'est toujours en usage aujourd'hui. Après, on arrive à l'algorithme, globalement, il reste stable, ça évolue pas tellement. Les processeurs continuent à évoluer, on va regarder un peu tout à l'heure comment ça s'est passé exactement. Et la data continue à croître de manière très forte. Et puis, on arrive en 2016 avec ce nouveau coup de tonnerre avec Lee Sedol qui, lui, pour le coup, était champion de Go, que je considérais comme beaucoup plus compliqué que les échecs, qui perd contre une machine qui, cette fois-ci, a été créée par Google, parce que Google, c'est l'IBM des années 2000. Donc, eux, ils ont créé avec Google DeepMind cette machine qui s'appelle AlphaGo, et ils battent Lee Sedol au Go. Au Go, aux échecs, vous avez 10 puissance 50 positions de jeu qui sont possibles, ce qui fait déjà pas mal de zéros derrière le 10. Au Go, vous avez 10 puissance 200 à peu près. Donc c'est pas 4 fois plus, c'est 10 puissance 150 fois plus. Donc ça fait vraiment un grand nombre. Donc même avec toutes les machines du monde, on ne pourra pas calculer là, comme on l'a fait pour les échecs, toutes les parties possibles.
on doit développer des algorithmes, combiner au fait, des algorithmes plus sophistiqués. Donc là, ils ont vraiment fait un beau boulot. Ils ont construit une machine qui joue bien au Go, mais qui sait évidemment rien faire d'autre. En revanche, et je trouve que là, on rentre dans les enjeux justement environnementaux dont vous avez parlé tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, que jusqu'ici, on n'a surtout pas résolu. En revanche, quand on compare la consommation de cette machine-là qui a été construite avec le cerveau humain, c'est totalement effarant. Donc vous avez le monsieur là qui se tient la tête, qui doit consommer à peu près 20 watts, parce que c'est ce que consomme notre cerveau, un peu moins qu'une ampoule, quoi. Et vous avez la machine qui est en face de lui, qui consomme 440 kilowatts. Donc 440 kilowatts, en fait, c'est à peu près ce que consomme une Tesla, un peu plus que ce que consomme une Tesla quand elle accélère à fond. Donc en fait, on se réjouit finalement d'avoir battu un homme avec des armes qui ne sont pas du tout égales. C'est comme si on lance un avion de chasse contre Usain Bolt et on dit ah, bah, c'est super, on a été plus rapide que lui. En fait, finalement, là, quand on regarde ces choses-là, on voit qu'il y a encore énormément de choses qu'on doit comprendre et qu'on doit améliorer parce qu'aujourd'hui, les choses ne vont pas dans le bon sens, en tout cas à ce niveau-là. Et justement, quand on regarde en fait, un peu la courbe, ça c'est un peu, peut-être seul slide un peu technique, j'espère, on voit en fait l'évolution. Les points là, c'est les consommations des machines pour entraîner des modèles depuis à peu près des années 50, là, au début de la photo en noir et blanc qu'on a vu tout à l'heure. Et on voit qu'au début, on est dans ce qu'on a appelé la loi de Moore. Vous connaissez sans doute, c'est cette loi qui dit tous les 2 ans à peu près, les capacités de calcul vont doubler. Les processeurs s'améliorent. Et en fait, on voit qu'au début des années 2010, on a une rupture. Parce que là, on commence à avoir de nouveaux types de processeurs qui s'appellent les GPU, ça vient des jeux vidéo, parce que en fait, pour jouer à un jeu, vous avez besoin de processeurs qui sont plus rapides pour faire les traitements des graphiques. Et donc, on commence à entraîner des modèles avec ces GPU-là. Donc là, on a vraiment une accélération. En fait, la capacité de calcul double à peu près tous les 3,5 mois. Donc, on n'est plus du tout aux 2 ans. Et puis, dans ce qu'on appelle la large scale era, donc dans laquelle on est aujourd'hui, avec ChatGPT et Bard, etc., on a fait un gros saut parce que globalement de 1 puissance 18 flops, là, c'est mesure de vitesse des processeurs, à 22, donc 23 même, on multiplie par 10 000 la vitesse des processeurs et évidemment aussi la consommation de ces machines-là. Donc en fait, on a une course de la vitesse, mais qui en même temps entraîne une consommation d'énergie plus forte pour les faire tourner. Et puis, 2016, là on entre dans notre ère actuelle, ce qu'on lit aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, qui est l'ère de l'IA générative. Donc l'IA qui n'est pas seulement capable de faire de la prédiction, de la classification de chats, etc., mais c'est l'IA qui est capable de générer des choses. Et donc ça, globalement, ça a commencé en 2016 avec des sites comme This Person Does Not Exist. Donc c'est des sites qui sont en fait capables de générer une personne. Vous lui dites, je veux une femme de 26 à 35 ans avec du Moyen-Orient, et ça vous génère autant de photos de femmes qui ressemblent à ça, qui n'existent pas, bien sûr, que vous pouvez télécharger si vous voulez. Et en fait, ce qui est intéressant dans ça, globalement, de manière assez simplifiée, le fonctionnement de ces algorithmes-là, c'est que vous avez un algorithme qui a appris, comme les chats tout à l'heure, à quoi ressemble une femme de 26 ans du Moyen-Orient. Et vous avez un autre algorithme qui va au hasard générer des photos complètement aléatoires, avec des pixels complètement aléatoires. Et puis il va envoyer la photo au premier algorithme qui, lui, va lui dire bah, ça, là, tu as bien réussi. Il va l'évaluer, en fait, en quelque sorte. Et en fait, le deuxième, il va devenir de plus en plus fort pour générer ces photos de femmes. Et donc, à un moment, il va obtenir la note de 100 sur 100. Il va lui dire, bah là, tu as vraiment parfaitement fait. C'est exactement la photo. Je ne sais plus la différence entre les photos que je connais, sur lesquelles j'ai appris, et celles que tu m'as envoyées. Et ça s'appelle les GAN, les Generative Adversarial Networks. Donc generative parce que ça génère des choses, adversarial parce qu'ils jouent en adversaire les uns contre les autres. Il y en a un qui évalue et l'autre qui génère.
Et ChatGPT, ça marche globalement comme ça. Et tout l'IA en fait, qu'on vit aujourd'hui marche à peu près de cette manière-là. ChatGPT fait ça avec du texte. Vous allez à la même chose qui est en train d'arriver avec de la vidéo, etc. Donc, 2016 également, création de OpenAI par ce monsieur Elon Musk, etc., quelques Américains qui ont démarré ça à cette époque-là. Donc ça ne date pas de 2022, ils ont bien commencé un peu plus tôt déjà. OpenAI qui n'a pas grand-chose de open, d'ailleurs, c'était un très bon nommage. Je crois que le premier modèle était open, et puis après ils ont plus ou moins fermé les vannes. Et donc ils ont commencé à créer ce GPT-1, GPT-2, GPT-3, et puis là aujourd'hui on a GPT-4 qui est à partir du 3 ils ont décidé de l'exposer au monde public. Et il y a vraiment un génie qui était dans l'interface, parce que pour la première fois en fait, dans toute cette histoire qu'on vient de parcourir, le grand public a pu interagir vraiment avec l'intelligence artificielle et peut désormais s'en servir pour des usages comme justement les recettes de cuisine, etc. Et on voit le succès de ChatGPT sur cette courbe. Ici, vous avez la durée des différents services qu'on consomme globalement sur Internet, les plus utilisés, pour arriver à 100 millions d'utilisateurs. Donc chez Netflix, ça a duré 3500 jours, chez Instagram, 500 jours, et chez ChatGPT, c'était 72 heures. Et je crois que c'était même un peu plus rapide. Donc c'est vraiment assez impressionnant parce que, comme je disais, cette combinaison des interfaces extrêmement habiles, extrêmement simples, avec la puissance de l'IA qui s'est accumulée sur 70 ans, a fait son effet. Donc aujourd'hui, en 2020, on était encore sur beaucoup d'utilisation de ces IA génératives sur du texte. Maintenant, on commence de plus en plus à arriver sur de l'image, avec DALL-E, avec des services comme Midjourney ou autres. Il y en a plein maintenant. Et vous avez toute la panoplie de choses qui vont arriver sur des textes spécifiques dans le juridique, dans le commerce, sur le traitement, la génération de données artificielles. En fait, ChatGPT a été généraliste et en ce moment, et dans les prochaines années, il y a plein de services très spécialisés qui vont se développer avec les mêmes technologies et sur des sujets très spécifiques. Et dans quelques années, sans doute, on pourra se générer ses propres vidéos le soir au lieu d'aller sur Netflix. On dirait qu'on veut regarder un film avec trois cow-boys qui se rencontrent dans une station spatiale. Voilà. Ça consomme encore beaucoup de ressources parce que la vidéo est beaucoup plus gourmande que les images, mais il n'y a pas, a priori pas de frein là-dessus pour le moment, peut-être malheureusement. Exactement. On va y venir rapidement. Venons un peu au cas d'usage. Il y a des cas d'usage. Oui, pas de souci. Il y a des cas d'usage dans l'entreprise. J'en ai cité quelques-uns ici. Vous avez autant de cas d'usage que vous voulez, que vous imaginez. Dans l'entreprise, je sais qu'il y a certains entrepreneurs dans la salle ici, ou des dirigeants d'entreprise, mais aussi pour vos différentes activités. C'est à vous d'être créatif, d'imaginer ce que vous voulez faire et de choisir les bonnes IA qui peuvent vous aider pour faire vos différentes tâches. Il n'y a déjà pas énormément d'applications qui existent. Vous pouvez les prendre, vous payez un service, en général c'est pas cher par rapport à ce que ça apporte si vous choisissez bien le sujet. Ou vous pouvez aussi les créer en interne avec vos services ou avec des prestataires qui savent faire ça. Donc c'est totalement abordable. Là, la chose à retenir, selon moi, c'est vraiment de bien définir ce qu'on veut faire, quels sont les processus qu'on a envie de confier à une IA, et pour gagner du temps, pour gagner en pertinence, en précision, autre, ça dépendra des sujets. Je voudrais ici rentrer un peu dans des sujets autres que les sujets d'entreprise sur lesquels vous pouvez lire beaucoup de choses sur Internet. Ce sont des sujets, je pense, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui, eux, peuvent réellement impacter notre humanité à très court terme, donc c'est-à-dire dans les 5-10 ans.
J'en ai sélectionné, il y en a pas mal, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Le premier, c'est l'IA qui permet de stabiliser le plasma pour la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est évidemment l'énergie qu'on espère tous obtenir le plus rapidement possible de manière rentable dans les années à venir, parce que ça sera un excellent remplacement pour nos centrales nucléaires artificielles. Jusqu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Et une de ces choses-là, c'était ce plasma que vous voyez en jaune là à droite, qui n'était pas, on n'arrivait pas à stabiliser dans la turbine. Et là, les équipes de Google avec DeepMind ont développé une IA qui, pour la première fois, arrive de stabiliser ce plasma avec des ajustements de plusieurs milliers de fois par seconde pour piloter le magnéte au fait, qui tourne autour de ce plasma. Et donc là, on voit en fait des petites applications d'IA qui sont vraiment impactantes. Ça date de 2022, donc ça a un peu plus d'1 an, qui peuvent réellement changer les choses sur la production d'énergie. On a la même chose, quelque chose de similaire sur tout ce qui est molécules, modélisation en chimie. Il y a des IA qui ont été développées, qui sont capables de modéliser des réactions chimiques complexes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, si on voulait produire une réaction chimique, globalement, on était obligé de mélanger les différents éléments. Et donc, avec tout le risque et le coût que ça impliquait, et dans pas mal de cas, ce n'était pas faisable. Là, désormais, les chercheurs vont avoir des IA qui peuvent simuler à peu près n'importe quel assemblage, et ce qui leur permet de développer de nouvelles matières à des coûts largement inférieurs que ce qu'ils étaient capables de faire aujourd'hui. Un cas similaire plutôt dans la biologie, dans le développement des protéines. Quand on en a pas mal parlé pendant la Covid, on essaie de comprendre le virus. Pour comprendre une protéine, il faut comprendre comment est sa structure trois-dimensionnelle, donc comment elle se replie sur elle-même. Et il y a énormément de protéines qui sont connues, mais comprendre le repliage de la molécule, jusqu'ici, on était capable de le faire que sur une petite partie de ces protéines-là. Là, il y a un projet AlphaFold, qui est, lui, open source, qui a développé des algorithmes qui simulent, à partir de ce qu'on connaît de la structure génétique de la protéine, comment cette protéine-là va développer sa structure trois-dimensionnelle. Et donc, on sait comment elle va interagir avec d'autres protéines, par exemple. Et donc, on a élargi de la base de protéines connues, du point que vous voyez au milieu de chacun des gros ronds, jusqu'au gros rond. Donc, on est passé de 10 000 protéines connues dans la base à 1 million. Et donc ça date de 2022 également. Et dans les 5 ans qui viennent, ça va radicalement changer des capacités, des possibilités qu'on a en médecine, en recherche bio, en recherche virale, etc. Donc c'est un impact vraiment monstrueux sur ces sujets-là. Un autre exemple sur la robotique qui est assez parlant. Jusqu'ici, les robots étaient en général programmés pour faire une tâche très précise. On connaît les robots de l'industrie automobile qui mettent des vis dans une tôle, mais globalement, les robots étaient programmés pour faire vraiment quelque chose de très précis. Là, grâce à l'IA générative, quand on le combine à la robotique, on peut interagir avec des robots de manière beaucoup plus intelligente. Donc là, on voit par exemple un exemple où on demande au robot j'ai renversé ma canette, est-ce que tu peux t'en occuper globalement. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il dit, ramasser la canette, chercher quelque chose pour nettoyer. Et donc le robot va comprendre et lui-même définir les bonnes actions à faire. Donc voilà la canette renversée. Donc il lui dit je l'ai renversée. Est-ce que tu peux la jeter et nettoyer nettoyer la tâche. Donc là, il va s'en occuper, il va prendre la canette. Voilà. Donc là, il ne sait pas où la jeter, donc il va identifier l'endroit.
Il ne l'identifie pas hyper bien d'ailleurs, parce qu'il va la mettre à côté, mais ça va sans doute progresser. Et puis après, il va aussi trouver quelque chose pour nettoyer. Donc il va prendre l'éponge, et il va l'apporter au monsieur pour qu'il puisse s'en occuper. Donc là, évidemment, l'impact de ces technologies-là sur le service à la personne va évidemment être complètement transformant. Donc pour confier des tâches basiques dans les hôpitaux, dans le service à domicile, dans les entreprises, et il y a vraiment d'énormes opportunités qui vont arriver assez rapidement parce que ces technologies-là vont être matures dans les années qui viennent. Et un dernier projet qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai cofondé est Prédilepsie. Donc il se trouve que je suis papa d'un petit garçon qui souffre d'une épilepsie sévère. Et on a mis en place en 2019 une association qui crée des algorithmes open source pour détecter, prédire et empêcher potentiellement des crises d'épilepsie. Donc l'idée, c'est de capter les ondes, les flux du cerveau à travers l'EEG, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur du crâne, et l'interpréter avec des intelligences artificielles qui détectent la phase avant une crise et qui peuvent alerter le patient ou interagir directement avec le cerveau pour empêcher la crise. C'est des technologies qui commencent donc algorithmiquement à marcher. Donc on a 2 projets aujourd'hui en cours avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avec l'INSERM à Rennes, pour travailler sur des capteurs extracrâniens et des capteurs qui sont implantés directement dans le crâne. Voilà sur quelques cas d'application. On arrive maintenant à la 3e partie, qui est largement pas couverte et on ne connaît pas toutes les conséquences qu'elle peut avoir. Donc ça, c'est les risques et les défis de l'intelligence artificielle. Le premier défi est celui-ci. L'hôpital est le lieu le plus dangereux du monde. Ou celui-ci, donc on voit 2 courbes où on fait une forte corrélation entre la consommation de fromage par tête et le nombre de personnes qui sont mortes, étouffées dans leurs draps. Donc c'est ce qu'on appelle dans l'intelligence artificielle et dans l'algorithmie en général le biais, où finalement les données qu'on va, ce 3e pilier qu'on va donner aux algorithmes, vont impacter le résultat de l'algorithme. Les biais qu'on trouve les plus souvent aujourd'hui, c'est les biais racistes, sexistes et démographiques dans l'intelligence artificielle, tout simplement parce que la plupart des gens qui créent des algorithmes aujourd'hui sont des hommes des hommes blancs de bonne situation, plutôt des couches sociales aisées. En termes de biais, il y a quelques exemples assez parlants dans l'histoire. Vous connaissez peut-être celui-ci qui est Tai, qui a été lancé en 2016 par Microsoft pour interagir avec les utilisateurs de Microsoft sur des produits Microsoft sur Twitter. Donc Microsoft a entraîné un espèce de chatbot, qui était beaucoup moins évolué que ChatGPT, mais qui était entraîné à partir d'un corpus de texte qu'ils avaient fait, je pense, un peu à la va-vite, et qui aussi apprenait à travers les interactions avec les autres utilisateurs sur Twitter. Donc Tai est devenu, en moins de 24 heures, raciste, violent et sexiste. Donc Microsoft a été obligé de le retirer. Ils ont remis une autre version un peu plus tard, qui sont retirés aussi. Donc très compliqué de maîtriser ça, et surtout quand le bot est en interaction directe avec les utilisateurs, parce que Twitter, ceux qui utilisent un peu, c'est avant tout raciste, sexiste et violent. Et donc le bot, il a fait pareil. ChatGPT ou GPT n'a pas exactement fait la même chose. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Donc Transformers, c'est le type d'algorithme, et Pre-trained veut dire justement qu'on donne un corpus de texte fermé, et donc GPT n'apprend pas avec les informations que vous lui donnez. C'est-à-dire que quand vous interagissez avec GPT, vous lui donnez une bonne recette de cuisine, lui il ne saura pas le ressortir avec
à la prochaine conversation. Donc ça, ils ont bordé le risque de biais, en tout cas ce risque-là, à ce niveau-là. En revanche, GPT est loin d'être non biaisé. J'ai fait un test ici pour la journée de la femme, mais je sais qu'il faut dire la journée des droits de la femme, où j'ai demandé de créer un post LinkedIn corporate, mais décalé à GPT. Et GPT m'a sorti ce texte-là qui commence plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Nous sommes fiers de dire que nous avons un taux de femmes élevé, plus élevé que la moyenne, etc. Alors pour célébrer toutes les femmes dans l'entreprise et dans le monde entier, nous avons décidé de faire les choses différemment cette année. Au lieu d'un énième discours bien pensant, nous avons organisé une journée spéciale où tous les hommes de l'entreprise vont prendre le rôle des femmes et vice-versa. Au programme, ateliers de maquillage, de coiffure et de mode, discussions sur les enjeux féminins et bien sûr des cupcakes. Et donc ça, c'est vraiment... là, on a un exemple emblématique, mais il y a beaucoup de biais qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus difficiles à réguler dans les algorithmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vraie solution sur ça. Parce que par définition, quand vous donnez un texte, quand vous donnez des données, des data d'entraînement à ces algorithmes-là, par définition, ils ne sont pas équilibrés. Ils sont toujours choisis par une certaine personne, ils viennent toujours à un certain endroit, d'une certaine époque. Donc il y a encore beaucoup de travail et aussi il y a des sujets éthiques pour dire qu'est-ce qu'on va prendre comme étalon pour équilibrer en fait, ces données d'entrée. L'autre sujet est celui-ci, c'est l'histoire des œufs fondus. Je ne sais pas si vous avez lu ça, c'était en début d'année, cette année, quand vous demandiez sur Google pendant quelques jours si on peut fondre des œufs. Google vous disait tout à fait, vous pouvez fondre des œufs, il suffit de les mettre au four, vous mettez à 180 degrés et puis ils vont commencer à fondre après quelques minutes. Et en fait, Google avait récupéré des informations de Quora, une espèce de Wikipédia, je ne sais pas si vous utilisez ça, on peut poser des questions et il y a des réponses. Et Quora a commencé à générer des réponses à certaines questions avec ChatGPT. Parce qu'ils se sont dit, il y a des questions qui sont évidentes que ChatGPT doit connaître, donc on ne va pas attendre que les utilisateurs répondent, on va demander à la machine de répondre. Et donc il y a toute cette... en fait, il y a des machines qui ont fourni aux humains des réponses qui ont été générées par des machines. Et donc là, il y a un vrai sujet sur ce qui est la vérité, le contenu fiable sur Internet, qui va apparaître, qui va être extrêmement compliqué à traiter, qui peut-être mener au prochain hiver de l'IA, parce que si on va avoir dans 5 ans 95% du contenu, 99% du contenu qui a été généré par des machines et qui va nous être fourni par des machines, on ne sait plus très bien à quoi correspond la réalité, parce que la réalité scientifique, par exemple, a priori, elle est encore faite aujourd'hui par des scientifiques qui sont bien humains. Donc, et puis là-dedans, il y a aussi tout un sujet, toute une panoplie de sujets, d'enjeux éthiques et moraux, pour dire qu'il y a des sujets scientifiques, par exemple, sur les œufs qui fondent ou pas, où la réponse est claire, mais il y a plein d'autres sujets où la vérité, elle n'est pas si claire que ça. Et puis il y a peut-être des interprétations différentes, donc qu'est-ce que l'algorithme doit fournir comme réponse, pas évident à répondre. Ici, vous voyez un tableau de Jason Allen qui s'appelle Théâtre d'opéra spatial. C'est un tableau qui a fait pas mal de bruit, je crois que c'était l'année dernière. Il a gagné un concours d'art digital aux États-Unis, un concours assez prestigieux. Et au moment où en fait, Jason Allen voulait déposer le copyright pour son tableau, après avoir gagné ce concours, il a précisé que ce tableau, en fait, il l'avait généré avec Midjourney, qui est une de ces IA là, qui sont capables de générer des images. Et l'Institut de protection du copyright américain a considéré que comme ça n'a pas été généré par lui, forcément ça a été, comme ça a été généré par une IA, forcément ça a été inspiré, ou même plus qu'inspiré, repris des morceaux de tableaux qui existaient déjà, ou des photos qui existaient déjà, donc par définition ils ne pouvaient pas être propriétaires du copyright.
Donc Jason Allen s'est défendu en disant qu'il avait modifié plein de choses sur Photoshop, etc. derrière, qu'il a fait 150 manipulations, mais il n'a pas eu le copyright. Et donc là, il y a un vrai enjeu sur, pareil, gros risque divers d'IA dans les prochaines années, sur le copyright, parce que toutes ces IA génératives qu'on utilise aujourd'hui, ils prennent des données qui sont disponibles sur Internet, qui ont été générées à la base par des humains, et donc qui appartiennent à quelqu'un. Il y a un autre exemple, il y a 9000 auteurs autour de Margaret Atwood aux États-Unis qui se sont réunis pour écrire une lettre ouverte à Google, enfin Alphabet, Meta, OpenAI, Microsoft, pour dire, quand on fait une recherche sur ChatGPT, on demande d'écrire comme Margaret Atwood, c'est pas que ça ressemble à Margaret Atwood, il y a des passages entiers de mes livres qui apparaissent. Et jusqu'ici, ce problème n'a pas été traité. Mais on aura besoin de le traiter si on veut utiliser ces technologies de manière durable. Donc problème du copyright. Après, il y a un sujet important sur l'usage même de l'IA. Ici, vous avez un graphique un peu chargé, mais globalement, il montre la différence entre les sujets de recherche en IA aux États-Unis et en Chine. Et vous voyez qu'en Chine, il y a un gros focus sur tout ce qui est surveillance, tracking d'objets, détection d'objets, compréhension de scènes de foule, par exemple, beaucoup supérieur à ce qu'on trouve aux États-Unis, qui s'intéresse plutôt à tout ce qui est audio, compréhension de texte, etc. Et donc, on voit ici des focus, des points d'attention qui sont des points de concentration des efforts de recherche qui sont largement différents, et tout simplement parce que les intérêts des différentes personnes, des différentes instances qui financent cette recherche, parce que c'est financé, ne sont pas identiques. Revenons à BAC. Donc on a eu un résultat assez équilibré. C'est souvent comme ça quand je pose cette question. Donc la réponse était le 1. Donc l'IA, le morceau, la chorale de Bach qui est générée par l'IA, c'était la première. Pour ceux qui écoutent régulièrement Bach, ça paraît totalement évident. Si on regarde structurellement en fait, les deux morceaux, il est impossible de reconnaître une différence. Et c'est là, au fait, où le vrai, il y a un enjeu qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, les morceaux de Bach ont été choisis au début parce qu'ils sont très mathématiquement construits, avec les pauses, avec l'enchaînement des différentes mélodies, les fugues, etc., pour entraîner des algorithmes, parce qu'on pouvait justement faire, ça se prêtait assez facilement, parce qu'on n'avait pas besoin d'interpréter les fréquences, on pouvait interpréter vraiment le schéma mathématique du morceau. Et donc quand on regarde juste la structure, il n'y a aucune différence, c'est très difficile à reconnaître, même pour des experts. Par contre, quand on écoute, on le voit tout de suite. Pourquoi? Franchement, on ne le sait pas. Mais c'est sans doute le génie de Bach et des autres artistes d'ailleurs, parce que ça s'applique très bien aussi aux tableaux, aux vidéos, aux textes, etc. Le génie des artistes, il est là-dedans. Et pour moi, une des interprétations est le hasard. Que les machines, la chose la plus difficile à faire pour une machine, c'est de générer le hasard, l'aléatoire, le random. La fonction random qui existe dans tous les programmes, c'est une des fonctions les plus compliquées parce que le vrai random, il n'existe pas. Un ordinateur, il a besoin d'exécuter un programme, et donc quand il exécute un programme, il sait très bien au début du programme ce qui va ressortir. Donc si vous faites un random, si vous le faites dans le même contexte, il va toujours sortir la même chose. Donc il n'y a pas de hasard dans la machine. Or, on le sait, il y a plein d'études scientifiques sur ça. Quand nous, on regarde une œuvre d'art, par exemple, ce qui crée la dopamine, donc le plaisir de regarder une œuvre, c'est la surprise, c'est le hasard. Et la machine, jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas vraiment à nous surprendre profondément.
Et c'est sans doute une des raisons pourquoi on apprécie des œuvres d'artistes comme Bach et pas encore celles de l'IA. Pour finir, je pense qu'il faut voir ces intelligences artificielles comme une boîte à outils. Vous avez des scies pour couper du bois, des marteaux pour enfoncer des clous. C'est à vous de savoir ce que vous avez envie de faire et en même temps savoir manier ces outils-là. Si vous avez une boîte à outils, vous pouvez construire, vous pouvez accrocher un cadre, mais vous pouvez aussi construire une cathédrale avec ça, et vous en avez des bien belles dans la région. Et donc, la seule chose qu'on peut recommander à ce stade, parce que je pense que même si ça a démarré en 1956, on est encore tout au début d'une histoire et on va vivre des choses formidables et des choses qui vont nous choquer dans les prochaines années. La seule chose qu'on peut recommander, c'est de bien maîtriser ces outils, d'acquérir une boîte d'outils pour vous, de bien savoir ce que vous voulez faire, parce que vous ne serez pas remplacé par l'IA, vous serez remplacé par quelqu'un qui sait utiliser l'IA. Merci. Bon, c'est bon. Donc du coup, bonjour. Je vais devoir faire le tour. S'il y a des personnes qui ont des questions à poser, qu'ils lèvent la main. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence. Donc, ma question concerne les IA et l'éducation et la formation. Sachant que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'inégalités d'accès à l'information. Est-ce que cet outil-là va encore creuser les inégalités ou il peut être un outil pour les réduire? Merci. Merci. Alors, je pense que la réponse est double, enfin, comme elle était déjà dans votre question. Je pense qu'il y a à la fois une grosse opportunité parce que typiquement ces IA génératives permettent un accès, je pense, plus facile à l'information. Parce que s'il y a autant de succès, autant d'engouement pour ces outils-là, c'est que quelque part, il y a des interfaces nouvelles qui nous permettent un accès plus simple à l'information. On parlait des recettes de cuisine, mais maintenant des possibilités au fait, d'apprentissage des langues qui, si vous cherchez un peu, qui sont complètement révolutionnées. Parce que avant, pour apprendre une langue, vous avez besoin d'aller dans le pays ou rencontrer quelqu'un qui parle cette langue pour vraiment l'exercer. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'interagir au moins déjà par texte avec la machine. Et puis là, ChatGPT a sorti son module son. Et donc vous aurez, pour l'apprentissage des langues, un interlocuteur avec qui vous pourrez apprendre. Et ça s'applique à toutes sortes d'apprentissages. Et si on arrive à régler ces problèmes de biais, de vérité, etc., on peut vraiment avoir une sorte de sparring partner dans l'IA pour l'apprentissage sur plein de sujets différents. Maintenant, évidemment, comme toute technologie, il y a des gens qui auront plus de facilité à se l'approprier que d'autres. Donc il y a un risque, évidemment, que l'écart se creuse pour ceux qui n'ont pas ces capacités de rentrer là-dedans. Bonsoir. Moi j'avais une question sur... aujourd'hui on voit pas mal de choses sur l'IA. Vous avez démarré en disant que les premières questions c'était fais-moi une recette ou voilà. Et la question que je me pose, c'est qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Moi, je vais tous les jours à mon travail. Je suis consultant, ou je suis comptable, ou je suis commercial. Aujourd'hui, c'est quoi le risque? Ou en tout cas, comment je m'en sers? Est-ce qu'il y a des sociétés qui aujourd'hui disent « Ok,
j'ai identifié un vrai problème, je pense surtout à ChatGPT, j'ai identifié un vrai problème sur lequel je peux aider une société ou un service dans une entreprise, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de théorie, mais le côté pratico-pratique, on a du mal à le sentir, quoi, à part regarder aux informations et que ça sorte des jolies images, quoi. Non, mais oui, effectivement, c'est vrai. Je pense que ça ne fait pas encore très longtemps qu'il y a des IA qui sont vraiment opérationnelles dans les entreprises. Mais tout simplement parce que les entreprises ont été en retard par rapport au grand public sur l'accumulation de data et le nettoyage de la data. En fait, quand on parlait des chats, c'était dans les années 2000, fin des années 2000, où vraiment il y avait beaucoup de data grand public. Mais la data dans les entreprises, ça a commencé à se structurer justement dans les années 2010. Et donc, en fait, les entreprises étaient prêtes seulement vers la fin, je dirais, 2018, 2019, et encore aujourd'hui, il y en a plein qui n'y sont pas encore, pour avoir des données structurées, qui est la base pour entraîner de l'IA. Et après, il y a le sujet, donc il y a la data, mais après, il y a le sujet aussi d'identifier les processus qu'on peut automatiser. Mais ça, maintenant, on le connaît assez bien, il y a plein d'exemples qui tournent. Donc, on a des consultants qui peuvent proposer des IA aux entreprises, cette boîte à outils d'IA, et peuvent, en fonction de leurs différents secteurs, en fonction de leur taille, de choses qui marchent, et les entreprises ensuite peuvent piocher dedans pour l'utiliser. D'accord. Il y a d'autres questions? Non? Okay. Merci. La question que je me posais, c'est justement sur les compétences que l'on doit développer pour apprendre à maîtriser ça. Je reviens sur la diapo précédente que vous avez diffusée avec la citation. Pour moi, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. On entend beaucoup, comme à chaque fois qu'il y a une révolution de ce type, on essaye de voir tout de suite tous les dangers et finalement, ça va être la fin du monde. Mais voilà, moi je me pose vraiment la question de savoir, c'est aujourd'hui, si on veut travailler sans être un expert en informatique, en développement, etc., je suis dans une entreprise, je suis dans une collectivité, peu importe, finalement, quelles compétences on doit développer pour apprendre à maîtriser ça? Parce qu'en le maîtrisant, je pense qu'on arrivera à davantage le cadrer. Mais c'est pour moi la question qui se pose. Je pense que la principale chose, c'est de savoir que ça existe et quels sont les outils qui existent. Après, on n'a pas besoin de savoir programmer pour nécessairement utiliser des outils qui contiennent de l'IA. Parce que, en fait, il y a comme Excel ou des ERP que vous utilisez, il y a des éditeurs qui proposent ce genre de technologie, qui l'ont packagé et qui ont créé, comme dans ChatGPT, des interfaces qui sont utilisables avec plus ou moins de formation en fonction des sujets. Donc ça, je pense que la principale chose, c'est de savoir d'abord de se faire une bonne opinion de ce qui existe et ce qui peut être, si on est dans le contexte de l'entreprise, qu'est-ce qui est adapté à mon entreprise, à mon secteur, à ma taille, à ma maturité au niveau de la structuration de mes données. Et avec ça, une fois qu'on connaît ça, on peut piocher dans les outils qui existent. Là, en France, il y a énormément d'outils qui commencent à émerger. Après, vous avez des outils qui viennent de l'étranger. Mais c'est vraiment de cette manière-là, je pense, qu'il faut le faire. Après, faire des IA sur mesure, les grandes entreprises vont pouvoir le faire. On commence à le faire. Donc, Carrefour, par exemple, a annoncé le recrutement de 5000 data scientists pour créer son propre Amazon. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais en tout cas, ils ont envie de le faire. Donc eux, les grands, ils pourront faire leur propre système, mais les autres vont acheter des applications qui existent sur le marché et qui vont automatiser, optimiser certains processus. Il faut le voir comme un logiciel. ChatGPT, on parle d'IA parce qu'on sait qu'il y a une IA quelque part derrière, il y a des algorithmes derrière, mais finalement, ce qu'on a, c'est un logiciel, un site web dans lequel on communique avec un chat, un peu comme ce qu'on faisait sur Google déjà avant. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ok. Merci.
Moi, la question serait davantage de savoir où on en est en matière d'éthique, parce qu'effectivement, les progrès, on les voit. Et aujourd'hui, les réflexions, tout ce qui a trait notamment à la désinformation, etc., où en sont les réflexions, en matière d'éthique. Voilà. Alors, ils ne sont pas très avancés. Il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place. Il y en a une qui vient d'être annoncée là, une directive au niveau de l'Union européenne pour réguler justement la data, l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle. Toutes ces réglementations, après, elles sont c'est des réglementations étatiques, donc c'est du droit. Donc, entre le droit et la morale, il y a souvent des différences, parce qu'après chacun en fait a sa propre éthique. Et donc là, on est vraiment dans des sujets, justement, quand on arrive au biais, aux questions de la vérité, l'éthique devient encore plus importante. Et là-dessus, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez de recul sur exactement ce qui est nécessaire de faire, parce que le grand public n'a pas encore expérimenté vraiment de gros problèmes avec ça à ce jour. Parce que tous ces quelques cas qu'on a vus là tout à l'heure avec Tai, c'était quand même plutôt resté dans un milieu de geeks qui étaient au courant de ça. Donc je pense que cette réglementation, ou je ne sais pas comment dire, enfin, des règles éthiques vont se mettre en place vraiment sur une période plus longue. Hein. Donc, il faut donner 10 ans. Ouais. C'est comme quand... je pense que c'est assez comparable avec les réseaux sociaux qui sont apparus dans les... Facebook, ça a ouvert en 2006. Les conséquences des réseaux sociaux, je pense qu'on a mis 15 ans pour s'en rendre compte. Pour... la manière dont ça marchait, la manière dont ça pouvait impacter nos sociétés, le côté addictif, etc. Donc je pense que ça va à peu près prendre la même période pour qu'on relève vraiment et que le grand public arrive vraiment à se rendre compte des problèmes qu'on peut avoir avec ce genre de technologie. Mais peut-être qu'avant, peut-être que l'IA va s'autodétruire plus vite que ce que nous, on sera capable de la détruire. Ok. Peut-être moi j'ai une question. Donc, j'étais en train de me poser la question, en fait, à savoir si l'IA peut, entre autres, créer des pathogènes ou des cyberattaques ou même manipuler les gens. Alors, l'IA, non. Mais quelqu'un qui maîtrise ces algorithmes-là, oui, il peut faire ça, oui. Je pense que c'est déjà, il y a déjà des gens qui font ça. Aujourd'hui, pour piloter des cyberattaques, on utilise des algorithmes qui existent pour les utiliser de manière malveillante. Donc là, on parle beaucoup de technologies américaines, enfin, ou d'outils américains. Vous avez parlé un peu des Chinois tout à l'heure. Et nous, on en est où, les Français ou les Européens? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on n'est pas si mal. En France, on a... Bon, il faut faire une double réponse. Enfin, je pense qu'on a un bel écosystème d'entreprises qui se développent là-dedans, et les entreprises américaines et les fonds américains le savent. Il y a très régulièrement des entreprises américaines qui ouvrent des centres de recherche en France, parce qu'il y a des bons mathématiciens, des bons chercheurs sur ce domaine-là en France, à travers l'INRIA notamment, qui fait partie des meilleurs instituts de recherche dans le monde, qui n'a rien à envier aux Chinois et aux Américains. Google vient d'ouvrir un gros centre de recherche en IA en France. Meta a toute une très grosse équipe de chercheurs en France, là, au cœur de Paris. Donc il n'y a rien à envier sur ce point-là. Après, là où la France a toujours du retard, c'est sur le financement, où les Américains, c'est pas exactement le même fonctionnement, mais les Américains et les Chinois mettent des sommes qui n'ont rien à voir avec les sommes qui sont investies en Europe. Et donc des sociétés comme OpenAI
ont pu émerger en 2016. Et notre IA française, qui a été mise en avant là, par le gouvernement il y a quelques jours, elle a été lancée en 2023, mais avec des financements qui n'ont rien à voir. Donc ça va être comme sur du Google, comme la France voulait lancer son moteur de recherche avec 8 ans de retard. La France voulait lancer son AWS, son Amazon Cloud avec une dizaine d'années de retard, avec des sommes inférieures. Donc ça ne marchera pas. On ne va pas reproduire, on ne va pas rattraper OpenAI avec une société française. Je pense que ça n'arrivera pas. Après, en revanche, ces technologies, on saura très bien les utiliser en France et on saura créer des belles sociétés qui font usage de ces technos-là pour créer des entreprises en France et pour faire avancer économiquement les entreprises françaises. Merci pour cette réponse, Monsieur le maire. C'est gentil, merci. Juste une question, vous êtes parti dans votre conférence sur le fait qu'on ne pouvait pas reproduire le cerveau humain. Il y avait un projet européen qui a été lancé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui s'appelait le Human Brain Project, en Suisse, qui regroupait 500 scientifiques européens et dont la finalité justement c'était de reproduire le cerveau humain. Ouais. Donc ce projet s'est arrêté à ma connaissance en 2023 et on nous dit qu'ils ont réussi à reproduire non pas un cerveau humain mais des morceaux de cerveau humain. Donc, est-ce que vous pensez que l'IA a apporté sa pierre à cela? Parce que eux, c'était plutôt les gros ordinateurs mis en réseau un peu partout en Europe, etc. Mais est-ce qu'on arrivera un jour à reproduire le cerveau humain complètement? Alors, je ne sais pas vous répondre un jour, je ne sais pas quel délai on se donne, mais enfin, Human Brain Project... mince. Donc, je vais répondre à la question. Human Brain Project, ça s'est arrêté pour différentes raisons. Je pense que la raison principale, c'est que c'était une énorme usine à gaz administrative. Il y avait tous les pays européens qui avaient leur mot à dire là-dedans, et puis finalement, en fait, ils mettaient beaucoup d'argent pour avancer pas beaucoup. Parce qu'on s'était un peu intéressé à ça avec Prédilipsie, parce qu'on travaille justement sur ces sujets avec l'Institut du cerveau en France, notamment sur ces sujets-là, avec l'épilepsie en particulier. Donc ça, c'est une des raisons. Après, oui, aujourd'hui, moi j'ai visité plusieurs fois des différents labos à l'Institut du cerveau à Paris, et c'est absolument impressionnant. Aujourd'hui, vous avez des cellules de neurones qui existent in vitro, sont sur des plaques en verre, qui sont branchées avec des câbles à des machines, et ces machines-là font tourner des réseaux de neurones biologiques. Donc ça, c'est des choses qui existent avec quelques milliers de neurones. En fait, les chercheurs peuvent étudier les interactions entre ces différents neurones. Qu'est-ce qui va faire qu'un neurone réagit? On a des vrais neurones qui sont produits, qui sont des neurones humains ou de neurones de souris qui existent in vitro. Après, ça dépend en fait à partir de quel moment on parle d'un cerveau. C'est le grand énigme auquel moi, en tout cas, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un l'a. Il y a aujourd'hui des recherches qui ont été faites, des expérimentations qui ont été faites où on a réussi à produire des neurones, des cerveaux avec quelques dizaines de milliers de neurones qui sont autonomes. Maintenant, en fait, est-ce que ça, c'est un cerveau ou pas? Est-ce que ce cerveau-là a une conscience? Est-ce qu'on sait exactement ce qui se passe dedans? Donc c'est des questions, là on arrive vraiment dans les questions philosophiques qu'il faudra résoudre. En tout cas, les belles choses là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de recherche qui est faite sur ces sujets-là. Moi je connais beaucoup la recherche en épilepsie, donc ça avance énormément.
il y a beaucoup d'espoir sur la compréhension justement de parties locales du cerveau, et si on arrive à les influencer, on pourra potentiellement arrêter des crises. On peut faire des choses similaires sur du Parkinson, par exemple, et sur d'autres maladies qui sont dues à des dysfonctionnements locaux dans le cerveau. Peut-être qu'un jour, on pourra produire des neurones pour les implanter. Ça serait le rêve pour tous ceux qui ont des séquelles cérébrales qui sont irréparables. Voilà. Oui. Après, je ne suis pas médecin, je ne connais pas tous ces sujets-là, mais il y a beaucoup de recherches. Ouais. Pardon? Ouais, exactement. Enfin, aujourd'hui, sur l'épilepsie, par exemple, vous avez il y a beaucoup d'épilepsies qui naissent à cause de séquelles cérébrales. Et donc, si on sait les réparer, on pourrait potentiellement arrêter ces séquelles-là. En fait, il y a des. Je ne saurais pas vous donner la réponse là. Si vous cherchez ça, il y a pas mal d'études qui ont été menées sur ça, avec des méthodologies bien définies où ils font la corrélation entre justement les capacités de l'IA et les capacités nécessaires dans ces différents métiers. Ils ont fait un vrai ranking sur ces métiers-là. Donc, c'est des métiers que, voilà, cette liste existe, ces recherches, après, je ne sais pas si c'est 100% fiable, mais c'est des recherches qui sont sérieuses. Aujourd'hui, il y a déjà des métiers qui sont en train de disparaître ou qui ont disparu. Les États-Unis, par exemple, les banques américaines ne financent plus les études de radiologue. Ils ne misent plus là-dessus, donc si quelqu'un veut étudier ça aux États-Unis, il doit le financer de sa poche, parce qu'ils considèrent que c'est un métier qui sera à 90% faite par les machines dans les années qui viennent, avec des gens qui sont beaucoup moins formés qu'un radiologue, qui peuvent exploiter les logiciels. Alors, peut-être, moi j'ai une dernière question. Vous êtes entrepreneur? Oui. Oui. J'ai vu je crois que le nom de votre société, c'est Vertigo. Je suis entrepreneur, j'ai une société qui s'appelle Vertigo, et on utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les stocks de nos clients. Donc, soit dans les magasins pour des supermarchés comme Monoprix, Auchan, Système U, soit dans des entrepôts. Donc, on utilise l'IA pour ajuster le stock pour mettre la bonne quantité de produits au bon moment, au bon endroit. Voilà, une application, un exemple possible d'application opérationnelle et entrepreneuriale de l'intelligence artificielle. S'il y a des amateurs, les collaborateurs de BGE Picardie seront ravis de vous accueillir pour mettre en scène ce projet entrepreneurial. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ce sera la dernière. Est-ce qu'il y en aurait d'autres après quand même? Parce que faut que je sois poli. Est-ce qu'il y a... Ou ce sera la dernière. Et donc ce sera la dernière. Et juste après, donc on vous remerciera et on vous invite d'ores et déjà à vous rendre dans le hall où il y a un petit cocktail qui vous a été préparé par le restaurant Saison. Voilà. Moi, j'aurais voulu savoir, donc à propos des applications aujourd'hui au travail, lesquelles sont possibles et dans les années à venir, lesquelles pourront être mises en place? Il était clair. Quelles applications sont possibles? Alors, il y en a beaucoup qui sont déjà possibles, qui fonctionnent. J'en ai listé, je peux revenir sur ça, mais en fait, il y a des applications, enfin, dans l'entreprise, il y a des applications dans le marketing, il y a des applications dans la finance, dans la supply chain. C'est un peu pour tous les métiers. Après, justement, en médecine, vous avez des applications sur l'interprétation des images qui sont régulièrement utilisées. Dans l'épilepsie, on a sur l'interprétation des EEG. Donc il y a énormément d'applications qui sont déjà en utilisation. Celles qui vont se développer, je ne sais pas, ça dépendra de la créativité des entrepreneurs
français. Ce qui est important, c'est en fait, comme toujours, il faut partir d'un besoin. Il ne faut pas partir d'une technologie, mais d'un besoin. Et quand on détecte un besoin, et on peut l'opposer à une technologie, et puis dans un certain nombre de cas, cette technologie peut résoudre ce besoin. Et dans ce cas-là, il y a match, et on peut faire quelque chose. J'ai listé, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon j'ai listé quelques ouvrages, je ne sais pas si ça vous intéresse ou si cette présentation va être transmise, qui sont un peu en lien avec ce sujet-là. Sinon, encore une minute, on peut les parcourir. Ça, c'est tous les livres de Luc de Brabander sont vraiment passionnants. Donc, c'est très facile à lire et vraiment fantastique. Celui-là et ses petites philosophies de nos erreurs quotidiennes qui portent sur les biais dont on est tous victimes au quotidien. Je vois que ça intéresse, hein, parce que là, ça prend des photos. Revenez peut-être en arrière, je ne suis pas sûr que tout le monde ait eu le temps de prendre la photo de la référence. Moi, j'ai aucun intérêt financier dans ces... La seconde, voilà. Du coup la seconde, c'est un livre sur Chip, qui s'appelle Chip War, qui est vraiment la référence et qui est absolument passionnant à lire sur les enjeux géopolitiques de la fabrication des puces électroniques. Aujourd'hui, vous avez plus de 20% de puces qui sont fabriquées en Taïwan, qui est une toute petite île et qui fabrique 20% de la production mondiale, ce qui peut entre autres expliquer l'intérêt de la Chine et des États-Unis pour cette île-là. Et comme on a vu, les puces, c'est un des piliers majeurs de l'intelligence artificielle, et ceux qui maîtrisent ça maîtrisent tout le reste. Donc, et ce livre donc, aborde tous ces sujets-là. Ça, c'est un livre pour ceux qui veulent s'intéresser de manière vraiment profonde aux questions du transhumanisme. C'est absolument passionnant à lire parce que là, Nick Bostrom, c'est un peu une référence dans le domaine, explique les scénarios de manière hyper détaillée, hyper scientifiquement fondée sur les manières dont les IA, en fait, ce qu'on appelle la general intelligence. C'est pour notre mère, ça. Exactement. C'est pour un transmère. J'y penserai, Monsieur Dardenne. C'est comment la super intelligence, donc celle qui est supérieure à nous, est largement supérieure à un QI de quelques milliers, peut apparaître, quels sont les scénarios plausibles, et qu'est-ce que nous on peut faire pour les maîtriser. Donc là, on est un peu, c'est un livre un peu science-fiction, mais qui est extrêmement documenté. Donc c'est vraiment passionnant à lire. Et là, ça, c'est un livre qui sort complètement du lot, qui est absolument passionnant, mais qui s'appelle Gödel, Escher, Bach, qui fait le parallèle entre Gödel, le mathématicien, Escher, le peintre, et Bach, le musicien, et qui essaie de comprendre les points communs. Et donc ça, c'est un peu un extraterrestre, ce livre, donc il faut plusieurs années pour le lire. Mais je ne sais pas si on peut le comprendre un jour, mais il passe de l'intelligence artificielle à la génétique, à notre système numérique, etc. Et sinon, vous avez, dernière chose, vous avez chaque année le State of AI Report, qui est très bien fait, qui fait vraiment un inventaire de l'état de l'IA actuel. Donc ça, c'est publiquement disponible en ligne. C'est un document qui est en anglais, mais qui est extrêmement riche. Là, il vient de sortir. Il est sorti la semaine dernière, donc, et je ne l'ai pas encore lu. C'était la dernière. Voilà. Alors, on me souffle à l'oreille là qu'il faut que je fasse un petit sondage pour savoir qui a déjà utilisé l'intelligence artificielle consciemment dans son boulot. Levez la main, ceux qui l'ont déjà utilisé. Donc on est à peu près 50%, 60% de la salle qui a utilisé l'intelligence artificielle déjà. Oui, c'est vrai. Mais consciemment. Ou ChatGPT ou ce type de... Bon, donc maintenant, on y est tous. Hein. Je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux parce que vous avez tous utilisé Google Maps et WhatsApp et Facebook.
Alors, sur les déserts médicaux, j'ai vu des startups récemment. Enfin, je fais partie aussi d'un think tank qui s'appelle Espérance et Algorithme, où on se concentre vraiment, enfin, on réfléchit sur ces sujets éthiques. Et on fait venir des entrepreneurs qui lancent des projets avec algorithmique. Et on a vu récemment une entreprise qui développe des IA qui assistent le médecin justement dans le diagnostic. Et donc ça peut être un vrai accélérateur ou une des solutions. Après, les déserts médicaux, c'est une question complexe, mais ça peut être une des solutions qui peuvent contribuer à faciliter le diagnostic à distance ou permettre à des personnels qui ne sont pas nécessairement médecins, mais qui sont formés médical, avec de l'assistance à faire un premier diagnostic. Et donc ces technologies-là, elles ne sont pas du tout avancées encore, parce que justement les données médicales ne sont pas suffisamment structurées. C'est en train de se faire. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu sur ça, et ça peut vraiment apporter des choses. Parce que vous le voyez plutôt dans un contexte de risque, de désertification supplémentaire, c'est ça ? Ouais. Ouais. Là aujourd'hui, les boîtes qui démarrent, elles ne le voient pas comme ça. Enfin, elles ne veulent pas se substituer aux médecins. Et en plus, c'est pas légal aujourd'hui. Hein, on n'a pas le droit de faire ça. Et par contre, elles aident le médecin en fait à accéder à des informations plus riches. Et potentiellement, ça peut aussi aider des personnes qui ne sont pas nécessairement médecins à faire ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je propose d'applaudir. Merci pour la clarté de votre intervention, parce qu'il y a quelques amateurs là dans la salle quand même. Et en tout cas, donc, maintenant, point d'intelligence artificielle, mais de l'intelligence sociale à partager ensemble autour du pot préparé par nos amis de Saison. À tout de suite.